La foire aux vanités par William Makepeace Thackeray, partie 14 du livre audio, tome 2, chapitre 3, Veuve et mère. On reçut à la fois en Angleterre la nouvelle des 2 succès remportés par l'armée anglaise aux 4 Bras et à Waterloo. Les 3 royaumes tressaillirent d'orgueil et de douleur à l'annonce de ces glorieux faits d'armes, car les chants de victoire ne pouvaient faire oublier les pleurs que l'on devait aux blessés et aux morts. Dans chaque village, dans chaque chaumière, à l'arrivée des grandes nouvelles de Flandre, c'étaient des explosions de joie à côté des sanglots et des larmes, des énivrements du triomphe mêlés au deuil et à l'affliction. Pendant qu'on parcourait avec une anxieuse avidité la liste des victimes de la guerre et qu'on apprenait par elle la mort ou le salut d'un ami ou d'un parent, on passait successivement à travers les angoisses les plus accablantes, les incertitudes de l'espoir et du doute. Cette liste sanglante se complétait chaque jour. On peut juger encore à distance du supplice cruel de ceux qui devaient attendre jusqu'au lendemain la suite de cette histoire de deuil, de l'empressement sauvage avec lequel on se disputait les feuilles encore humides de l'imprimerie. Si pour une seule bataille, où nous n'avions que 20 000 hommes engagés, l'émotion était si forte dans tous les cœurs, on peut se faire une idée de l'état de l'Europe pendant 20 années de boucherie, alors que chaque nation envoyait des millions d'hommes sur les champs de bataille, et que chacun d'eux, en frappant son adversaire, mettait une famille au désespoir. Les nouvelles apportées par la Gazette tombèrent comme un coup de foudre dans la maison Osborne. Les jeunes filles ne cherchèrent point à dissimuler leur douleur. Le vieux père, déjà miné par un noir chagrin, s'affaissa davantage sous le poids de cette dernière infortune. Il tenta de se persuader que la main de Dieu avait frappé son fils par suite de sa désobéissance. Il ne voulait pas encore reconnaître la sévérité de la sentence qu'il avait portée contre lui. Il ne voulait pas avouer ses regrets du trop rapide accomplissement de ses menaces. Parfois, saisi d'une terreur subite, il frissonnait de tous ses membres, comme si une voix accusatrice lui reprochait le malheur qu'il avait appelé sur la tête de son fils. Jusqu'alors, la réconciliation lui était apparue comme une vague et lointaine espérance. La femme de son fils pouvait mourir, l'enfant prodigue pouvait rentrer au foyer domestique et dire « Mon père, j'ai péché ». Mais maintenant, plus rien. Son fils était à l'autre bord du gouffre que l'on franchit pour l'éternité. Puis il se rappelait le terrible accès de fièvre, auquel chacun avait cru que son fils ne pourrait résister. Il le voyait encore sur son lit, sans voix, sans mouvement, les yeux d'une fixité effrayante. Comme il s'attachait alors au pas du docteur, comme il interrogeait ses moindres gestes avec une navrante anxiété, et quelle joie dans son cœur, après la fin de cette terrible crise, quand son fils eut repris ses sens, quand il rouvrit les yeux pour voir son père, pour le reconnaître par un regard de tendresse. Tandis que maintenant, plus rien, pas même cette dernière espérance qui n'abandonne pas au chevet du malade condamné. Plus rien qu'un corps froid et inanimé, dont il n'avait plus à attendre les paroles de soumission que réclamait son orgueil irrité, son autorité froissée et méconnue. Car, chose pénible à dire, le cœur du vieil Osborne souffrait avant tout de la pensée que son fils l'avait quitté sans implorer son pardon et que sa vanité n'avait plus désormais d'excuse à espérer de lui. Le malheureux vieillard succombait sous le fait de cette grande infortune, sans avoir personne à qui ouvrir son cœur. On ne l'entendit pas prononcer une seule fois le nom de son fils. Il ordonna à l'aînée de ses filles de faire prendre le deuil à toute la maison. La demeure des Osborne, si joyeuse autrefois, ne devait plus de longtemps retentir des cris de fête et de plaisir. Il ne dit rien à son futur gendre, pour le mariage duquel on avait déjà pris jour. Celui-ci avait lu dans les traits de M. Osborne qu'il n'y avait point à le questionner, ni à hâter l'époque de la cérémonie. On se contentait d'en parler tout bas dans le salon, où le père de famille ne paraissait plus, comme s'il eût craint de donner dans ses épanchements du cœur une marque de faiblesse, ou d'y trouver une condamnation de sa conduite. Du reste, le deuil fut observé avec la plus rigoureuse exactitude. 3 semaines environ après le 18 juin, un ami de la maison, Sir William Dobbin, se présenta chez M. Osborne,
à Russell Square. Sa figure était pâle et décomposée. Il demanda à voir le père de George et fut introduit dans le cabinet du maître de la maison. Après un échange de paroles banales et inintelligibles, le visiteur finit par tirer de son portefeuille une lettre scellée d'un grand cachet rouge. « Mon fils, le major Dobbin, dit l'alderman, après quelque hésitation, m'a fait remettre une lettre par un officier du régiment X arrivé d'hier. La lettre de mon fils en renfermait une pour vous, Osborne. » L'alderman déposa le paquet sur la table et Osborne, pendant 1 ou 2 minutes, arrêta sur lui ses yeux mornes et fixes. Cette fixité de regard porta le trouble dans l'âme du visiteur, car, après coup d'œil de compassion donné à cet infortuné, il se retira sans prononcer un mot. La lettre était de l'écriture ferme et décidée de George. Il l'avait faite dans la matinée du 16 juin, un peu avant de prendre congé d'Amelia. Le grand cachet rouge portait les armoiries empruntées par Osborne au dictionnaire de la Pairie. On y lisait pour devise « Pax in bello ». Tout cela appartenait à la maison ducale avec laquelle le vieillard s'efforçait d'établir ses liens de parenté. La main qui avait signé cette lettre ne devait plus désormais tenir ni la plume ni l'épée. Le lendemain de la bataille, ce cachet, dont la cire portait l'empreinte, avait été dérobé au cadavre de George. Le père l'ignorait, et cependant il contemplait cette lettre avec des yeux hagards et consternés. Et lorsqu'il voulut l'ouvrir, il crut un moment qu'il n'en pourrait venir à bout. La lettre du pauvre George n'était pas bien longue. Un sentiment de fierté ne lui avait pas permis de s'abandonner aux doux épanchements du cœur. Il disait seulement qu'il n'avait point voulu partir pour la bataille sans faire ses adieux à son père, sans lui recommander, dans ce moment solennel, la femme et le fils qu'il laissait derrière lui. Il exprimait son repentir d'avoir déjà, par ses folles dépenses, fait une si large brèche à son héritage maternel. Il remerciait son père de tout ce qu'il avait fait pour lui et lui promettait, quel que fût le sort que lui réservait la destinée, de se montrer toujours digne du nom qu'il portait. Un sentiment d'orgueil, ou peut-être un faux respect humain, l'avait empêché d'en dire plus long, et puis, d'ailleurs, son père pouvait-il voir les baisers dont il avait couvert l'adresse ? L'âme partagée entre d'amers regrets et des désirs de vengeance, M. Osborne laissa échapper la lettre de ses mains. Il aimait toujours son fils, mais il ne lui avait point pardonné. 2 mois environ après la réception de cette lettre, les demoiselles Osborne, ayant accompagné leur père à l'église, le virent se mettre à une autre stalle que celle qu'il occupait d'ordinaire pendant le service divin. De cette place, il tenait ses yeux constamment fixés sur la partie du mur qui s'étendait au-dessus de leur tête. Les yeux des jeunes filles prirent aussitôt la même direction, et elles aperçurent un bas-relief scellé dans la muraille, où l'on voyait la Grande-Bretagne en pleurs appuyée sur une urne. Une épée brisée, un lion couché indiquaient assez que c'était quelque monument commémoratif consacré au souvenir d'un guerrier frappé au champ d'honneur. Les marbriers fabriquaient, à cette époque, quantité de ces emblèmes funèbres qu'on peut voir, pour la plupart, sur les murs de Saint-Paul, où l'orgueil humain étale jusque dans la mort l'orgueil de sa vanité. Au-dessous du marbre funéraire, on voyait sculptées les armes des Osborne et une inscription ainsi conçue. À la mémoire de George Osborne, Esquire, capitaine au régiment X d'infanterie de Sa Majesté, mort à l'âge de 28 ans, en combattant pour son roi et son pays, dans la fameuse journée de Waterloo, le 18 juin 1815. Dulce et decorum est pro patria mori. À cette vue, les 2 jeunes sœurs éprouvèrent une telle émotion que Miss Maria fut obligée de quitter l'église. Les assistants s'écartèrent respectueusement pour donner passage à ces 2 jeunes femmes en noir, dont les sanglots n'excitaient pas moins la compassion que la douleur muette de leur vieux père, immobile à sa place, devant le monument élevé à la mémoire de son fils. « Peut-être songe-t-il à pardonner à Mistress George ?» se dirent les 2 filles, après le premier débordement de la douleur.
Des amis de la famille Osborne, qui s'étaient d'abord entretenus de la brouille entre le père et le fils par suite du mariage de ce dernier, s'entretinrent alors des chances d'une réconciliation entre le père de George et la jeune veuve. Il y eut même des paris engagés à ce sujet dans Russell Square et jusque dans la cité. Si les deux sœurs redoutaient de voir la maison de leur père se rouvrir à la femme de George, leurs craintes à ce sujet durent s'accroître encore lorsqu'à la fin de l'automne, leur père annonça qu'il allait partir pour un voyage sur le continent. Il ne s'expliquait point sur le but de son départ, mais elle savait qu'il devait tourner ses pas du côté de la Belgique, et elle n'ignorait pas non plus que la veuve de George se trouvait toujours à Bruxelles. Lady Dobbin et ses filles leur avaient donné des nouvelles fort détaillées sur la pauvre Amelia. L'honnête capitaine avait remplacé le second major du régiment resté sur le champ de bataille, et le brave O'Dowd, qui, suivant son habitude, s'était distingué par son sang-froid et son courage, fut nommé colonel et chevalier du bain. Plus d'un brave soldat du régiment X, si cruellement éprouvé dans les 2 journées meurtrières de Waterloo et des 4 bras, passa l'automne à Bruxelles pour s'y remettre de ses blessures. Plusieurs mois après ces terribles luttes, la ville présentait encore l'aspect d'un hôpital militaire. À mesure que les blessures se refermaient, les jardins et les endroits publics se remplissaient de héros estropiés qui, échappés une fois de plus à la mort, jouaient, riaient et faisaient l'amour tout comme si de rien n'était. Dans le nombre, M. Osborne en retrouva plusieurs du régiment X. Leur uniforme les lui fit reconnaître. Il savait en outre les promotions et les changements comme s'il eût fait partie du régiment. Tout ce qui tenait à ce corps, à ses officiers, éveillait son plus vif intérêt. Le lendemain de son arrivée à Bruxelles, en sortant de son hôtel, il aperçut un soldat revêtu du sudit uniforme et assis sur un banc de pierre. M. Osborne s'approcha et s'assit tout ému à côté du convalescent. « Étiez-vous dans la compagnie du capitaine Osborne ?» demanda-t-il à cet homme. Puis il ajouta, après une pause. « C'était mon fils, monsieur. » Ce brave soldat était d'une autre compagnie, mais il fit au malheureux vieillard qui lui adressait cette question un salut empreint de tristesse et de respect. « C'était un de nos plus beaux et de nos plus vaillants officiers que le capitaine George, » dit ensuite le soldat. Un sergent de la compagnie du capitaine se trouvait maintenant à la ville et achevait de guérir d'un coup de feu reçu à l'épaule. Ce sergent ne manquerait pas de lui donner tous les renseignements qu'il pourrait désirer sur le régiment. Mais il avait vu sans doute le major Dobbin, l'ami intime du brave capitaine, et mistress Osborne, qui se trouvait aussi à Bruxelles et dans un bien pitoyable état, à ce qu'on disait. On racontait que, pendant plus de 6 semaines, la pauvre femme avait été comme folle. « Mais pardon, » fit en terminant le soldat, « monsieur doit savoir tous ces détails. » Osborne mit une guinée dans la main de cet homme et lui en promit une seconde dès qu'il lui aurait amené, à l'hôtel du parc, le sergent dont il lui avait parlé. Grâce à cette promesse, M. Osborne ne tarda pas à voir le sous-officier qu'il demandait. Quant à l'autre soldat, il alla trouver 1 ou 2 camarades, leur conta sa rencontre avec le père du capitaine Osborne et la générosité de ce dernier, et ils se mirent à boire ensemble et à se réjouir avec les guinées qu'ils devaient à la fastueuse libéralité de cette affliction plus orgueilleuse encore que sincère. En compagnie du sergent, dont la blessure était presque cicatrisée, Osborne partit pour Waterloo et les 4 bras. Les Anglais s'y rendaient alors par caravane. M. Osborne fit monter le sergent dans sa voiture et parcourut le théâtre du combat en recueillant de sa bouche les détails de ces sanglantes journées. Il vit l'endroit où, le 16, le régiment X était venu se mettre en ligne de bataille. L'éminence d'où il avait arrêté la cavalerie française qui chassait devant elle les Belges en déroute. Ici, c'était la place où le brave capitaine avait abattu l'officier français qui voulait arracher le drapeau aux mains du jeune enseigne, au moment où les sergents préposés à la garde du drapeau venaient de tomber à ses côtés. Le jour suivant, on avait fait un mouvement rétrograde et on était venu bivouaquer derrière une éminence où une pluie battante avait fort tourmenté l'armée pendant toute la nuit du 17. À la pointe du jour, on avait fait un mouvement en avant
et l'on avait passé de longues heures à se reformer au milieu des charges continuelles de la cavalerie ennemie et sous le feu terrible des batteries françaises. Le soir, toute la ligne anglaise avait reçu l'ordre de s'ébranler au moment où l'ennemi battait en retraite, après avoir donné une dernière fois. C'était alors que le capitaine Osborne, excitant ses soldats du geste et de la voix et agitant son épée avec un noble enthousiasme, avait été mortellement blessé. Le major Dobbin a fait transporter à Bruxelles le corps du capitaine, dit le sergent à demi-voix, et lui a fait rendre les derniers honneurs, comme votre seigneurie doit le savoir. Tandis que le soldat faisait ce récit, des paysans du voisinage, des juifs, des colporteurs, se pressaient autour d'eux et leur offraient des tronçons d'armes recueillis sur le champ de bataille, des croix, des épaulettes, des cuirasses brisées, des aigles mutilés, etc. Après ce douloureux pèlerinage sur le théâtre des derniers exploits du capitaine, M. Osborne paya généreusement son guide. Le malheureux père avait déjà vu le lieu de la sépulture de son fils. Il s'y était rendu tout d'abord dès son arrivée à Bruxelles. Le corps de Georges reposait dans le petit cimetière de Laeken, tout près de la ville. Un jour, le capitaine étant allé en partie de plaisir dans les environs de Bruxelles, avait dit, sans pressentir, hélas, une si prochaine réalisation de ses vœux, qu'il choisissait cet endroit pour s'y faire enterrer, et le capitaine Dobbin, conservant dans son cœur le désir exprimé par son ami, avait transporté le corps du jeune officier dans le lieu de repos qu'il avait désigné lui-même. Au retour du champ de bataille de Waterloo, comme la voiture de M. Osborne approchait des portes de la ville, elle se croisa avec une calèche découverte où étaient assis 2 femmes et un homme, et à la portière de laquelle caracolait un officier à cheval. Osborne se renfonça le plus qu'il put comme pour éviter une vue désagréable. Le sergent assis à ses côtés le regarda d'un air surpris, tout en saluant l'officier qui lui rendit machinalement son salut. Dans cette voiture se trouvait Amelia avec le jeune enseigne à côté d'elle et la fidèle mistress O'Dowd vis-à-vis. Oui, Amelia elle-même, mais non plus fraîche et jolie comme l'avait connue M. Osborne. Sa figure était pâle et maigre, ses beaux cheveux châtains se cachaient sous le bonnet noir du veuvage. Pauvre petite, elle avait le regard fixe et ses yeux cependant ne s'arrêtaient sur aucun objet. Ils se portèrent sur la figure d'Osborne lorsque les voitures se croisèrent, et pourtant, elle ne le reconnut point. Il ne l'avait pas reconnu, lui non plus, jusqu'au moment où il avait aperçu Dobbin à la portière. Oh alors, jamais son cœur n'avait autant senti l'étendue de sa haine pour cette femme. La voiture, une fois passée, il tourna ses regards vers le sergent, et d'un œil soupçonneux et courroucé sembla lui dire « Pourquoi me regardez-vous ainsi ? Vous ne savez donc pas que je la déteste, que je l'abhorre ? Vous ne savez donc pas que c'est elle qui a ruiné mes espérances, réduit en fumée tous mes rêves d'orgueil ?» Puis ensuite, se penchant vers le laquais placé sur le siège, il lui cria avec un gros juron. « Dites donc à ce damné postillon de ne point s'endormir sur ses chevaux !» Un instant après, on entendit sur le pavé le galop d'un cheval. C'était Dobbin qui courait après la voiture de M. Osborne. Revenant de la distraction où il était plongé lorsque les voitures se croisèrent, il songea alors que la figure qu'il venait d'entrevoir dans cette voiture était celle du père de Georges. Il se pencha alors vers Amelia pour juger de l'impression qu'avait faite sur elle la rencontre de son beau-père. La pauvre enfant n'avait rien vu. Alors William tira sa montre et, prétextant un rendez-vous qu'il avait oublié, fit rebrousser chemin à sa monture. Cependant, d'ordinaire, il ne la quittait point ainsi au milieu de la promenade, mais elle ne s'aperçut de rien. Elle était toute absorbée dans la contemplation du magnifique paysage, couronné à l'horizon par une verdoyante forêt. Ses yeux restaient fixés dans la direction où elle avait vu disparaître Georges avec son régiment. « Monsieur Osborne, Monsieur Osborne !» criait Dobbin, poussant son cheval vers sa voiture et tendant la main au père de son ami. Osborne ne bougea pas, mais il cria plus fort et avec un juron plus énergique de presser les chevaux. Dobbin posa sa main sur la portière de la voiture. « Il faut absolument que je vous voie, monsieur, lui dit-il. J'ai un message à vous remettre. »« De la part de cette femme ?
fit Osborne d'un air méprisant. « Non, répliqua Dobbin, de la part de votre fils. » Osborne retomba accablé dans le fond de sa voiture. Dobbin laissa passer ce moment de douleur et, se plaçant derrière la calèche, traversa ainsi la ville jusqu'à l'hôtel de M. Osborne, sans chercher à lui parler davantage. Une fois arrivé à l'hôtel, il suivit M. Osborne dans son appartement. C'était le même qu'avaient occupé les Crowley pendant leur séjour à Bruxelles. Que de soirées Georges avait passées dans ces mêmes pièces. « Qu'y a-t-il pour votre service, capitaine Dobbin ? » ?»« Ah, je me trompe, j'aurais dû dire major Dobbin. Quand les bons s'en vont, on trouve toujours assez de gens disposés à se disputer leurs chausses, dit M. Osborne, de ce ton bourru qu'il aimait à prendre par moments. « En effet, répliqua Dobbin, beaucoup de braves gens sont morts, et c'est précisément de l'un d'eux que j'ai à vous entretenir. »« Faites vite, monsieur, dit l'autre avec un juron et un froncement de sourcils. Je viens vous trouver en ma qualité de son ami le plus intime, comme l'exécuteur de ses dernières volontés. Avant de marcher au combat, il a fait son testament. Vous savez combien ses ressources étaient modiques, mais vous ignorez peut-être la déplorable situation de sa veuve. « Je n'ai rien d'un débellé avec sa veuve, monsieur, » reprit Osborne. « Qu'elle aille retrouver son père. » Mais il avait un interlocuteur bien résolu à ne point se fâcher, et Dobbin poursuivit sans tenir compte de sa réflexion déplacée. « Connaissez-vous, monsieur, la situation de mistress Osborne ? Le terrible coup qui l'a frappée a porté atteinte à la fois à sa santé et à sa raison, et il est fort douteux qu'elle puisse jamais se remettre. Cependant, il y a encore une chance de la voir se rattacher à la vie. Bientôt, elle va devenir mère. Voulez-vous faire peser sur l'enfant la réprobation dont vous avez frappé le père ? Non, non, pour l'amour de Georges, vous pardonnerez à cette innocente créature. » Osborne éclata alors en 1000 imprécations contre son fils, tout en ayant soin de justifier sa conduite. Pour mieux se disculper de ses rigueurs auprès de sa conscience, il s'efforçait d'exagérer la désobéissance de son fils. On ne pouvait citer, dans les 3 royaumes, un père qui ait usé d'une si grande patience contre son fils rebelle et coupable, qui, avant de mourir, n'avait pas même voulu avouer ses torts. Les conséquences de son insoumission et de sa folie devaient avoir leur cours. Quant à lui, M. Osborne, il n'avait qu'une parole et s'y tenait. Il avait juré de ne jamais parler à cette femme, de ne jamais la reconnaître comme épouse de son fils. « Et je vous autorise à lui répéter cela, dit-il en insistant sur ces derniers mots. C'est une résolution dans laquelle je resterai inébranlable jusqu'à mon dernier soupir. » Il fallait donc, de ce côté, renoncer à tout espoir. La veuve de Georges n'avait plus à compter que sur ses faibles ressources et l'assistance qui pourrait lui venir de Joe. Il n'y a pas à lui cacher ce triste résultat, pensa Dobbin avec un serrement de cœur, car maintenant, elle est indifférente à tout. En effet, cette pauvre femme restait anéantie sous le poids de son malheur. Le chagrin l'avait, pour ainsi dire, privée de sentiments. Le bien ne la touchait pas plus que le mal, et, quant aux marques de bienveillance et d'amitié qu'on s'efforçait de lui prodiguer autour d'elle, elle ne pouvait triompher de cette espèce d'assoupissement moral où l'avait plongé l'excès de sa douleur. Après avoir déjà surpris et raconté quelques-unes des poignantes émotions qui déchirent ce tendre cœur, tirons le voile sur ce triste spectacle. Éloignons-nous avec précaution de cette couche d'amertume où repose cette âme affligée. Fermons doucement la porte de cette chambre confidente de ses amères souffrances. Laissons-la aux soins de ces êtres dévoués qui veillèrent au chevet de la pauvre femme jusqu'au moment où le ciel lui envoya ses consolations. Il vint enfin ce jour où la veuve affligée put, dans sa joie mêlée de regrets, serrer contre son sein un enfant dans lequel revivaient tous les traits de Georges, un fils beau comme un chérubin. Ce premier cri fit sur elle l'effet d'une résurrection.
Elle rit et pleura de joie. L'amour, l'espérance, la prière vinrent ranimer le cœur sur lequel reposait l'enfant. Amélia était sauvée. Les médecins qui la soignaient et avaient déclaré sa vie, ou tout au moins sa raison en danger, virent dans cette crise, attendue au milieu de tant de craintes, comme le gage de son rétablissement. Ses amis furent bien récompensés de leurs inquiétudes et de leurs soins, lorsque ses yeux, reprenant leur ancien éclat, purent leur témoigner dans un langage muet sa reconnaissance de leur sollicitude. L'âme de Daubin ne pouvait contenir les transports de sa joie. Ce fut lui qui ramena en Angleterre Mistress Osborne sous le toit maternel, lorsque Mistress O'Dowd, pour se rendre aux pressantes exhortations du colonel, quitta sa chère malade. Il y avait de quoi charmer tous les cœurs honnêtes à voir Daubin avec l'enfant sur les bras et la mère reconnaissante de bonheur devant les prouesses de son petit nourrisson. William fut parrain du nouveau-né. Le bon major, dont nous connaissons l'excellent cœur, apporta dès lors, chaque jour, à son petit filleul quelques cuillères, timbales, biberons ou colliers de corail. Le nourrir, le soigner, vivre pour lui, allait désormais devenir l'unique et seule pensée de sa mère. Pour tout au monde, elle n'aurait point consenti à confier son enfant à une nourrice, à le livrer à des mains étrangères. La plus grande faveur qu'elle pouvait accorder au major Daubin, en sa qualité de parrain, c'était, de temps à autre, de bercer l'enfant pour l'endormir. Pour elle, cet enfant était sa vie. Son bonheur devait consister désormais à lui prodiguer ses plus tendres caresses. Toutes ses affections, tout son amour se reportaient sur cette frêle et innocente créature. Avec quel transport de joie elle présentait à son nourrisson ce sein où il venait puiser la vie. Dans la nuit, sur sa couche solitaire, elle avait de ces enthousiasmes maternels que la providence divine, avec un soin merveilleux, a réservé pour le cœur des femmes. Joie à la fois sublime et trop humble pour que la raison soit capable d'y rien entendre. Dévouement admirable et aveugle dont les femmes ont seules le secret. William Daubin se bornait à épier le cœur d'Amélia, à en suivre tous les mouvements. Si son amour lui donnait assez de pénétration pour en deviner les sentiments, il ne voyait, hélas, qu'avec trop d'évidence, qu'il ne s'y trouvait point encore de place pour lui. Son âme douce et patiente acceptait son sort, tel qu'il lui était fait, et pour beaucoup, il n'aurait pas voulu le changer. Quant aux parents d'Amélia, ils pénétraient déjà sans doute les intentions du major, et paraissaient assez disposés en sa faveur. Tous les jours, Daubin allait les voir, et là passait des heures entières avec eux, avec Amélia, avec l'honnête M. Clapp et sa famille. Sous un prétexte ou un autre, il apportait des présents à chacun d'eux, et cela presque tous les jours. Il avait su se concilier les bonnes grâces de la petite fille de M. Clapp, grande favorite d'Amélia, et qui appelait Daubin le major Sucre Candy. D'ordinaire, cette petite fille remplissait les fonctions de maître des cérémonies et introduisait notre amie auprès de Mistress Osborne. Un jour, celle-ci ne put s'empêcher de rire en voyant le major Sucre Candy arriver à Fulham et descendre de son cabriolet avec un cheval de bois, un tambour, une trompette et autres joujoux, non moins guerriers, à la destination du petit Georges, à peine âgé de 6 mois. Ces présents étaient au moins anticipés. L'enfant dormait. « Chut !» fit Amélia, craignant qu'il ne se réveillât au bruit que faisaient les bottes du major. Elle souriait en même temps de voir Daubin trop embarrassé de ses jouets pour prendre la main qu'elle lui tendait. « Descendez, petite Marie, dit-il alors à l'enfant. J'ai à parler à Mistress Osborne. » Celle-ci leva sur lui des yeux tout étonnés, puis, aussitôt, les reporta sur le berceau de son fils. « Je suis venu vous faire mes adieux, Amélia, » lui dit-il en lui prenant sa main blanche et délicate. « Vos adieux ? Vous allez donc partir ?» reprit-elle en souriant. « Vous n'aurez qu'à remettre vos lettres à mes correspondants, » continua-t-il. « Ils me les feront passer. Car vous m'écrirez, n'est-ce pas ? Je vais m'absenter pour bien longtemps. » « Je vous donnerai des nouvelles de Georges, mon cher William, car vous êtes bien bon pour lui et pour moi. Regardez cette gentille figure. Ne dirait-on pas celle d'un ange ?
Les petites mains roses de l'enfant se serrèrent machinalement autour du doigt de l'honnête soldat, et les yeux d'Amélia brillèrent de tout l'éclat de l'orgueil maternel. Ce coup d'œil, empreint de la tendresse la plus vive et la plus ardente, porta le désespoir dans le cœur du pauvre major. Il resta quelques minutes, penché vers l'enfant, dans une muette contemplation. Enfin, par un suprême effort, il put trouver assez d'énergie pour dire d'une voix éteinte : « Mon Dieu, veillez sur lui. »« Dieu vous protège aussi, mon cher Dobbin, » lui dit Amélia en relevant la tête après avoir embrassé son fils. « Mais silence !» ajouta-t-elle, effrayée du bruit que faisait Dobbin pour regagner la porte. « Silence ! Vous pourriez éveiller Georges. » Bientôt le cabriolet s'éloigna, bientôt ses roues retentirent sur le pavé, mais Amélia n'entendit rien. Rien ne pouvait distraire sa rêverie de l'enfant qui souriait dans son sommeil. Chapitre 4. Le moyen de mener grand train sans un sou de revenu. Quel est l'homme, assez peu observateur des faits qui s'accomplissent autour de lui, pour n'avoir pas médité plus d'une fois sur les affaires de son prochain, et ne pas s'être demandé comment ce même prochain parvient, à la fin de l'année, à rejoindre les deux bouts ensemble. Ainsi, par exemple, je rencontre au parc monsieur Untel se promenant en équipage à 2 chevaux, avec chasseur derrière. Dans ses splendides dîners, 3 laquais en livrée s'empressent autour des convives. Par égard pour une maison où mon couvert est mis 2 fois la semaine, je tairai le nom. Mais je sais que cette voiture et ces chevaux ont été achetés d'occasion, et que cette valetaille est payée à prix débattu. Les 2 garçons sont à Eton, les demoiselles reçoivent des leçons des premiers maîtres. On voyage tous les ans pendant la belle saison, et pendant la saison d'hiver, on donne un bal de fondation, accompagné d'un souper des plus fins. Qu'est donc pourtant monsieur Untel ? Un petit employé, aux appointements de 1200 livres sterling par an. Mais sa femme a donc de la fortune de son chef ? Peu, c'est la fille d'un petit seigneur du comté de Buckingham. Pour une dinde dont sa famille lui fait cadeau à Noël, elle loge et nourrit ses 3 sœurs pendant 3 mois de l'année, et ses frères descendent toujours chez elle quand ils viennent à la ville. Mais comment donc ce brave monsieur Untel réussit-il à mettre l'équilibre entre son passif et son actif ? Je suis son ami, et à ce titre, vous me dispenserez de vous dire combien je suis étonné qu'il n'ait pas encore été exécuté à la bourse. Dans le public, on se demande comment, dès l'année dernière, il n'a pas été faire un tour à l'étranger. Parmi les gens de notre connaissance, il s'en trouve toujours plus ou moins, dont on chercherait vainement à s'expliquer les moyens d'existence. Qui de nous n'a pas eu maintes fois l'occasion de se demander, en trinquant avec son hôte, comment il pouvait payer ce vin qu'il nous faisait boire ? En présence de la vie confortable que, 3 ou 4 ans après leur retour de Paris, Rawdon et sa femme menaient dans un élégant hôtel de Curzon Street, dans Mayfair, il n'était pas un des convives admis à leur table qui ne se posât à leur sujet les questions que nous venons d'indiquer. Le nouvelliste sait tout par état, ainsi que nous l'avons dit plus haut, et, usant de ce privilège, nous pourrions bien apprendre au public comment Crowley et sa femme trouvaient les moyens de vivre sans posséder cependant aucun revenu. Mais connaissant les habitudes de la presse périodique qui taille à droite et à gauche, et livrant ensuite à ses lecteurs le fruit de ses pillages et de ses rapines, je la prie dès à présent de ne point publier mes calculs sur ce sujet, désirant, en ma qualité d'inventeur, m'en réserver la propriété exclusive et tous les bénéfices. Mon lecteur pourra, du reste, par un commerce journalier avec des personnes de la même trempe, apprendre la méthode de se donner beaucoup de bien-être sans disposer d'un sou de revenu. Toujours est-il plus sûr de ne point trop approcher les gens de cette espèce et de recevoir à ce sujet les données de seconde main comme pour des logarithmes ou, s'il fallait faire soi-même le travail, ce serait une science achetée bien cher. Nous nous bornerons à donner un court aperçu des années que Crowley et sa femme vécurent à Paris au milieu de toutes les jouissances du luxe sans avoir un sou de revenu. Ce fut vers cette époque que Rawdon quitta les gardes et vendit son brevet de colonel.
Dès lors, les seuls vestiges qui trahissaient en lui son ancienne profession furent les moustaches qui ombrageaient sa lèvre et le titre de colonel qui se lisait sur ses cartes. Nous avons déjà dit que Rebecca, une fois à Paris, n'avait pas tardé à devenir la reine du grand monde et des salons de la capitale. Quelques-uns même des hôtels les plus renommés du faubourg Saint-Germain ne dédaignaient point de lui ouvrir leur sanctuaire. Les Anglais du plus haut rang lui prodiguaient leurs hommages avec un empressement qui révoltait leurs nobles épouses. Elle suffoquait de voir triompher ainsi cette petite parvenue. Miss Crawley, adulée dans les salons aristocratiques et accueillie avec faveur à la nouvelle cour, passa ainsi plusieurs mois au milieu de l'enivrement de ses succès, se montrant fort disposée à regarder du haut de sa grandeur les jeunes et braves officiers que son mari aimait à fréquenter. Le colonel bâillait à faire pitié au milieu des duchesses et des grandes dames de la cour. Les vieilles femmes qui jouaient avec lui à l'écarté l'étourdissaient tellement de leur jérémiade lorsque par hasard il leur gagnait une pièce de 5 francs que le colonel Crawley avait fini par trouver indigne de lui de s'asseoir à une table de jeu. De plus, l'esprit de leur conversation était du bien perdu pour lui, car il ne comprenait rien au français, et il se demandait parfois quel plaisir ou quel profit pouvait trouver sa femme à passer ainsi la nuit à faire la courbette devant des princesses. En conséquence, il laissa Rebecca parfaitement libre d'aller à ses réceptions où elle trouvait tant de charme, et il reprit de son côté les distractions qui allaient à ses goûts avec les amis de son choix. Lorsqu'on dit de certaines personnes qu'elles vivent en princes sans posséder un sou de revenu, ces mots « sans un sou » signifient que leurs moyens d'existence sont problématiques et qu'on ne sait pas comment elles réussissent à subvenir aux dépenses de leur maison. Notre ami le colonel, par exemple, avait reçu de la nature une vocation particulière pour tous les jeux de hasard. On le voyait sans cesse manier les cartes, le cornet ou la queue de billard. Une pratique aussi régulière lui avait bien vite donné, dans ses divers exercices, une supériorité marquée sur tous ceux qui n'y voient d'ordinaire qu'une distraction d'un moment. La queue de billard, tout comme le pinceau, le violon ou le fleuret, réclament une étude spéciale et approfondie. Ces talents ne vous viennent point par inspiration, et pour exceller dans l'une ou l'autre chose, il faut y apporter une application persévérante et soutenue. Crawley était plus qu'un amateur, il était passé maître, et maître consommé au billard. Comme un général qui sent son génie grandir avec le danger, il savait, lorsqu'une veine malheureuse le poursuivait, que les parieurs se déclaraient contre lui, il savait, disons-nous, rétablir par les ressources de son adresse et de son audace l'égalité des chances, et par des coups imprévus, appeler de son côté la victoire, au grand étonnement de tous ceux qui le voyaient pour la première fois. Quant à ceux qui savaient déjà à quoi s'en tenir, ils y regardaient à 2 fois avant de risquer leur argent contre un adversaire qui disposait de ressources aussi brillantes et aussi irrésistibles. Son habileté aux cartes n'était pas moins grande. Bien souvent, la soirée commençait pour lui par des pertes successives, et il faisait si peu d'attention à son jeu et commettait de telles bévues que les nouveaux venus ne se faisaient pas une bien haute idée de ses talents. Mais à mesure qu'il s'échauffait au jeu, rendu plus attentif par ses revers, il se tenait davantage sur ses gardes, et alors la partie prenait une tournure toute différente. Avant la fin de la nuit, il avait fait rendre gorge à ses adversaires, et le fait est qu'on aurait eu peine à en citer beaucoup qui pussent se vanter d'avoir gagné contre lui. Un bonheur si opiniâtre finit, comme on devait le prévoir, par provoquer l'envie et les mauvais propos des vaincus. Le duc de Wellington, ce vainqueur infatigable qui, au dire des Français, ne devait cette continuité de victoire qu'à un enchaînement surprenant d'heureux succès, était accusé par eux d'avoir triché à Waterloo afin de s'assurer le gain de cette grande et décisive partie. Il n'est donc pas étonnant que, pour expliquer la fidélité de la fortune à l'égard du colonel Crawley, on éleva quelques soupçons sur sa bonne foi et sa loyauté. On mettait une telle fureur à rechercher à Paris les émotions enivrantes du tapis vert
que les maisons de jeu ne suffisaient plus à la fièvre générale et que l'on se donnait encore rendez-vous dans les salons particuliers comme si les moyens manquaient ailleurs pour assouvir cette aveugle passion. Dans les délicieuses réunions du colonel, on se livrait d'ordinaire à ce déplorable amusement, au grand désespoir de cette excellente mistress Crowley. Elle ne parlait qu'avec le plus profond chagrin de l'amour de son mari pour l'aider. C'étaient des plaintes à n'en plus finir auprès de tous ceux qui venaient chez elle. Elle conjurait les jeunes gens de ne jamais toucher ni cartes ni cornets. Le jeune Green, du régiment des tirailleurs, ayant perdu au jeu une somme considérable, Rebecca, au dire de sa femme de chambre, en aurait pleuré toute la nuit. Toujours d'après la même source, elle aurait supplié son mari à genoux de ne point exiger cet argent et de brûler la reconnaissance. Mais comment aurait-il pu le faire ? Il venait de perdre lui-même la même somme contre Blackstone, des hussards, et le comte Punter, de la cavalerie de Hanovre. Green aurait tous les délais nécessaires pour payer, mais quant à payer, il fallait qu'il s'y résignât. Demander qu'on brûlât la reconnaissance, c'était tenir un langage d'enfant. Beaucoup d'officiers fort jeunes, pour la plupart, car la beauté de mistress Crowley lui attirait un cercle de jeunes adorateurs, se retiraient à la fin de la soirée après avoir payé au fatal tapis leur part de tribut plus ou moins lourde. Une réputation assez fâcheuse commença à planer sur cette maison. Les vétérans avertissaient les conscrits du danger qui les menaçait. Sir Michel O'Dowd, colonel du régiment X, l'un des régiments de l'armée d'occupation, ayant prévenu le lieutenant Spooner, officier du même corps, de se tenir sur ses gardes, une scène des plus violentes eut lieu au café de Paris entre le colonel O'Dowd, qui dînait avec sa femme, et le colonel Crowley et mistress Crowley, qui s'y trouvaient aussi à une autre table. C'étaient des dames qu'était parti le signal de la lutte. Mistress O'Dowd avait fait un signe de mépris à mistress Crowley et traité son mari d'escroc. Le colonel Crowley envoya un cartel au colonel O'Dowd, chevalier du bain. Le bruit de cette querelle étant arrivé jusqu'aux oreilles du commandant en chef, il appela devant lui le colonel Crowley, qui préparait déjà ses pistolets si funestes au capitaine Marker, et lui tint un langage qui arrêta tout court les suites de cette affaire. Si Rebecca n'avait été se jeter aux pieds du général Tufto, Crowley recevait immédiatement un ordre de départ pour l'Angleterre. Cette aventure, du reste, le força, pendant plusieurs semaines, à chercher des adversaires en dehors de l'armée. En dépit de l'habileté de Rawdon, de ses succès non interrompus, Rebecca voyait, par suite de ces très fâcheux démêlés, leur position empirer de jour en jour, et bien qu'ils eussent le soin de ne jamais payer personne, leur petit capital ne pouvait manquer un beau matin de se trouver réduit à zéro. « Le jeu, mon cher, disait-elle à son mari, est fort bon pour accroître le revenu, mais par lui-même, il ne donne pas un revenu suffisant. Et puis, quand on sera là de jouer, je vous le demande, que nous restera-t-il alors ?» Rawdon reconnut la justesse de cette observation. Depuis quelques nuits, ses invités avaient l'air d'être là de jouer avec lui, et les charmes de Rebecca avaient à peine le pouvoir de les attirer encore. L'existence que menait à Paris cet aimable couple était fort agréable, sans doute, mais ce n'était pas un avenir que ce délicieux enchaînement de plaisir et d'oisiveté. Rebecca calcula que, dans son pays, elle aurait plus de chances d'établir la fortune de Rawdon sur de solides et durables fondements. Peut-être pourrait-elle réussir à le faire nommer à quelque fonction, soit en Angleterre, soit aux colonies. Elle résolut, en conséquence, de se replier sur l'Angleterre dès que les voies lui seraient ouvertes de ce côté. Dans ce but, elle commença par faire vendre à Crowley son brevet d'officier aux gardes et liquider sa pension de retraite. Son service, comme aide de camp du général Tufto, avait cessé depuis longtemps. Aussi Rebecca s'amusait-elle maintenant, dans le monde, à rire aux dépens de cet officier, de son toupet, de son corset, de son râtelier, de ses prétentions séductrices, de sa manie ridicule de croire que toutes les femmes devenaient folles d'amour pour lui à première vue. C'était maintenant à mistress Brent, aux sourcils noirs et arqués, que le général accordait toutes ses attentions. Elle était devenue l'idole au pied de laquelle il venait déposer désormais ses bouquets, ses loges à l'opéra, ses dîners au restaurant et toutes ses inventions galantes. La pauvre mistress Tufto n'y avait rien gagné.
Elle continuait à passer ses longues soirées toute seule avec ses filles, tandis que le général, tout frisé et tout parfumé, se rendait au théâtre, où l'on pouvait l'apercevoir fort empressé auprès de mistress Brent. Quant à Becky, 20 admirateurs au moins se pressaient autour d'elle, se disputant à l'envi la survivance du colonel, et avec son esprit, elle n'avait pas de peine à les faire rire aux dépens de la nouvelle passion de son ancien adorateur. Cette vie oisive et élégante finissait, néanmoins, par lui inspirer la satiété et le dégoût. Les loges à l'opéra, les dîners au restaurant n'avaient plus pour elle aucun attrait. Les bouquets ne pouvaient se mettre en réserve d'une année à l'autre, et l'on ne se nourrit pas de bijoux, de mouchoirs brodés, pas plus que de gants de chevreau. Elle sentait tout le vide des plaisirs mondains et soupirait désormais après quelque chose de plus positif. Au milieu de cet état de choses, il arriva de Londres des nouvelles qui répandirent l'allégresse et la joie parmi les créanciers du colonel. Miss Crowley, cette tante si riche, dont l'immense fortune était depuis longtemps l'objet de leur convoitise, Miss Crowley, enfin, était à toute extrémité, et le colonel n'avait tout juste que le temps d'aller recevoir son dernier soupir, sauf à revenir ensuite chercher sa femme et son fils. Il partit donc pour Calais. Une fois dans cette ville, qu'il atteignit sans la moindre encombre, on pourrait croire qu'il se dirigea de là sur Douvres. Point du tout. Il prit la diligence de Dunkerque et enfin gagna Bruxelles, son séjour de prédilection. C'est qu'en réalité, il devait encore plus d'argent à Londres qu'à Paris, et préférait tout naturellement la paisible capitale de la Belgique à ces deux turbulentes cités. Miss Crowley ayant quitté ce monde, Mistress Crowley alla commander pour elle et le petit Rawdon le deuil le plus sévère. Elle répétait partout et bien haut que le colonel s'occupait à arranger les affaires de succession. Rien désormais ne l'empêchait plus de prendre le premier à la place du petit entresol qu'elle occupait dans l'hôtel. Aidée des conseils du propriétaire de l'hôtel, elle arrêta les tentures qu'il faudrait mettre dans l'appartement. Elle eut avec lui une discussion tout à l'amiable à l'occasion des tapis. Enfin, on tomba d'accord sur tout, excepté sur le prix. Après ces dispositions prises, mistress Crowley partit avec sa bonne et son fils dans une voiture que le maître d'hôtel voulut bien lui prêter. L'hôte et l'hôtesse lui envoyèrent un sourire d'adieu au moment où elle franchissait le seuil de leur maison. Le général Tufto devint furieux en apprenant son départ, et mistress Brent devint furieuse de la fureur du général. Le lieutenant Spooner en ressentit un coup qui lui porta au cœur, et le maître d'hôtel prépara ses plus beaux appartements pour le retour de cette petite enchanteresse et de son mari. Il mit de côté avec le plus grand soin les malles qu'elle avait confiés à sa garde. Madame Crowley les lui avait recommandés d'une façon toute spéciale. Elle ne renfermait cependant rien de bien précieux, ainsi qu'il put s'en convaincre en les ouvrant quelque temps après. Mais avant d'aller rejoindre son mari en Belgique, mistress Crowley fit une petite campagne en Angleterre, laissant son fils sur le continent aux mains de la bonne Française. La séparation de Rebecca et du petit Rawdon ne fut pénible ni pour l'une ni pour l'autre. Depuis sa naissance, le jeune héritier du colonel n'avait pas été un sujet de grande préoccupation pour sa mère. Suivant l'usage commode adopté parmi les mères françaises, elle avait placé son nourrisson chez une femme de la campagne, dans les environs de Paris. C'est là que le petit Rawdon, au milieu d'une nombreuse famille de frères de lait en sabots, avait passé d'une manière assez agréable les premiers mois de son existence. Son père dirigeait presque toujours ses promenades à cheval de ce côté, et le cœur sensible de Rawdon s'épanouissait en voyant l'espoir de sa race, rose et crasseux, criant à étourdir tous ceux qui l'approchaient et faisant des pâtés debout sous la surveillance de la femme du vigneron, sa nourrice. Rebecca ne montrait pas grand empressement à aller voir la chair de sa chair et le sang de son sang. Le petit bandit lui avait une fois taché une pelisse couleur gorge pigeon, et pour sa part, il aimait mieux les caresses de sa nourrice que celles de sa maman. Aussi, lorsqu'il fallut quitter cette brave et joyeuse villageoise en qui il avait presque trouvé une seconde mère, il poussa pendant plusieurs heures des hurlements terribles. Sa mère ne parvint à l'apaiser qu'en lui promettant de le faire ramener le lendemain auprès de sa nourrice. On avait également dit à la villageoise,
pour qu'elle ne se désolât point trop du départ de l'enfant, que bientôt on lui rendrait son nourrisson, et cette brave femme l'attendit pendant quelque temps avec la plus vive anxiété. Les Rawdon étaient, pour ainsi dire, les précurseurs de cette race de hardis aventuriers anglais qui bientôt envahirent tout le continent et signalèrent leur passage à travers les capitales de l'Europe par une suite d'escroqueries non interrompues. Dans ces années fortunées de 1817 et 1818, on avait encore la plus grande confiance dans la solvabilité et la délicatesse des sujets de la Grande-Bretagne, les grandes cités de l'Europe n'ayant pas encore servi de théâtre aux opérations de ces chevaliers d'industrie. Maintenant, au contraire, il n'est pas rare de voir dans une ville de France ou d'Italie quelqu'un de ses nobles compatriotes se présenter avec une tournure insolente et dégagée, cachet distinctif qu'ils portent partout avec eux. C'est à qui d'entre eux mettra le plus au pillage les hôtels où ils descendent, tirera le plus de faux billets sur des banquiers imaginaires, volera aux carrossiers leurs voitures, aux orfèvres leurs bijoux, aux voyageurs leur argent, et jusqu'aux bibliothèques publiques leurs livres précieux et leurs manuscrits. Il y a 30 ans, un milord anglais n'avait qu'à se présenter pour trouver du crédit partout, et le noble étranger, au lieu d'être dupeur, était dupé. Que ces temps sont loin de nous. Ce fut seulement quelques semaines après le départ des Crowley que le maître de l'hôtel où ils avaient logé pendant leur séjour à Paris comprit l'étendue des pertes qu'il allait réaliser à cause d'eux. En vain alors, Madame Marabout, la marchande de mode, se présenta plusieurs fois pour réclamer le prix de ses fournitures à Madame Crowley. En vain, M. Didlot, de la Boule d'Or au Palais Royal, vint demander à plusieurs reprises si cette charmante milady, à laquelle il avait vendu ses montres et ses bracelets, était enfin de retour. La pauvre femme du vigneron ne fut payée non plus que des 6 premiers mois pour tout le lait qu'elle avait fourni de son propre sein au vigoureux petit Rawdon. Cette pauvre femme ne reçut jamais ce qui lui restait dû. Les Crowley avaient en tête bien d'autres préoccupations que de pareilles bagatelles. Quant au maître d'hôtel, pendant tout le reste de sa vie, il saisit toutes les occasions qui s'offraient à lui pour accabler de ses malédictions tous les Anglais de la terre. Il demandait à tous ses voyageurs s'ils ne connaissaient pas un certain colonel Lord Crowley, voyageant avec sa femme, une petite dame très spirituelle. Et il ajoutait d'un ton mélancolique à fendre le cœur « Ah, monsieur, ils m'ont affreusement volé !» Le voyage de Rebecca en Angleterre avait pour but d'arracher le plus de concessions possibles aux créanciers de son mari. Elle leur offrait 40%, à la condition que leur débiteur pourrait rentrer à Londres à l'abri de toute espèce de poursuite. Nous n'avons point l'intention d'entrer ici dans les détails de cette difficile transaction, qu'il nous suffise de constater que Rebecca réussit à leur démontrer que la somme qu'elle était autorisée à leur offrir était tout le capital disponible de son mari, et à les convaincre que le colonel aimerait mieux passer le reste de ses jours sur le continent que de venir s'exposer à des réclamations importunes, qu'il n'y avait aucune chance de lui voir refaire sa fortune, ni d'obtenir jamais une plus large répartition que celle qui leur était offerte. À l'aide d'une si puissante logique, elle décida les créanciers du colonel à accepter les offres qu'elle leur faisait. Pour 1500 livres d'argent comptant, elle racheta un total de dettes montant à plus de 20 fois cette valeur. Mistress Crowley n'eut recours à l'intervention d'aucun homme de loi. L'affaire était si simple, c'était à prendre ou à laisser, ainsi qu'elle le faisait remarquer aux créanciers avec tant de justesse et d'à-propos. Bref, le marché fut conclu. M. Lévy, au nom de M. David, et M. Moïse, en celui de M. Manassé, principaux créanciers du colonel, félicitèrent sa femme de la manière expéditive dont elle savait régler les affaires et déclarèrent que les gens même du métier n'avaient rien à lui apprendre. Rebecca accepta ces compliments avec la plus parfaite modestie. Elle fit venir, dans la mauvaise petite auberge où elle était descendue pendant la durée de ses négociations, du xérès et des gâteaux, afin de faire politesse aux agents de ses adversaires. Et enfin, on se sépara après force poignées de main et les meilleurs amis du monde. Rebecca, sans perdre de temps, repassa le détroit pour rejoindre son mari et son fils et apprendre au colonel l'heureuse nouvelle de son entière libération. En ce qui concerne le petit garçon, nous avons dit que mademoiselle Geneviève n'y avait pas fait grande attention à l'absence de sa mère.
Un soldat de la garnison de Calais, lui ayant inspiré un tendre attachement, ce militaire l'avait fort distrait des devoirs de sa charge, et le petit Rawdon avait failli, un beau jour, se noyer sur la plage de Calais, où il s'était égaré, faute de surveillance de la part de mademoiselle Geneviève. Après quelque temps de séjour à Bruxelles, où les deux époux vécurent au milieu du luxe et de l'abondance, ayant chevaux et voitures, et donnant des dîners très fins à leur hôtel, le colonel et sa femme quittèrent cette ville pour fuir la calomnie qui s'y acharnait contre eux comme à Paris, et ils y laissèrent, à ce que dit la chronique, pour une somme assez considérable de dettes. Telle est donc la méthode que les gens sans un sou de revenus ont à leur service pour réunir les deux bouts à la fin de l'année. De Bruxelles, le colonel se rendit à Londres avec sa femme. Ce fut là surtout, dans leur maison de Curzon Street, à Mayfair, qu'ils donnèrent le plus de preuves de leur habileté à mettre en pratique les ressources ci-dessus mentionnées. Chapitre 5. Continuation du même sujet. Nous devons d'abord indiquer, comme un des points les plus essentiels, le talent de se procurer un gîte sans débourser un sou de loyer. Vous pouvez louer une maison meublée ou non meublée. Si vous vous arrêtez à ce dernier parti et que vous possédiez quelques crédits chez les premiers fabricants de meubles et de tapis, vous pourrez avoir un appartement décoré et meublé avec la dernière somptuosité, l'élégance la plus recherchée et d'après tous les caprices de votre goût. Mais en prenant l'appartement tout meublé, vous aurez moins de tracas et d'ennuis. Crowley et sa femme usèrent de cette dernière méthode. Monsieur Bowles n'avait pas toujours eu chez Miss Crowley la haute direction de la cave et de l'office. Un autre avant lui avait joui de la confiance de la demoiselle. C'était un garçon du nom de Raggles, né sur les terres de Crowley-la-Reine et fils cadet de l'un des jardiniers. Sa bonne conduite, sa taille avantageuse, son air grave et la rondeur de ses mollets lui valurent un avancement rapide. Et il passa successivement du grade de desservant d'office à celui de valet de pied, et de celui de valet de pied aux fonctions de sommelier en chef. Après avoir été un certain nombre d'années à la tête de la maison de Miss Crowley, place excellente pour les gages, les profits et les occasions d'épargne, il annonça l'intention d'épouser l'ancienne cuisinière de Miss Crowley, qui exerçait alors avec un égal succès la profession de blanchisseuse et celle de fruitière dans une petite boutique du voisinage. La célébration clandestine de ce mariage remontait déjà à plusieurs années, lorsque la première nouvelle en arriva aux oreilles de Miss Crowley. La présence continuelle à la cuisine d'un petit garçon et d'une petite fille de 7 à 8 ans avait fini par éveiller l'attention de Miss Briggs, qui avait été rapporter ses soupçons à sa maîtresse. Lorsque M. Raggles eut quitté le poste qu'il remplissait auprès de Miss Crowley, il reporta toute sa sollicitude sur sa boutique et sur ses légumes. Il ajouta encore aux objets de son débit des œufs, de la crème, du lait, du porc frais, se bornant à vendre modestement les produits de la campagne, tandis que les autres sommeliers retirés tenaient café et commerce de vin et liqueurs. Comme M. Raggles était dans les meilleurs termes avec tous les sommeliers du voisinage et leur faisait les honneurs de son arrière-boutique, décorée avec tout le luxe d'un boudoir, il trouvait facilement le moyen de placer son lait, sa crème et ses œufs auprès de ses confrères. Et à la fin de chaque année, en faisant son inventaire, il pouvait constater une augmentation de bénéfices. Au sein de cette existence modeste et paisible, il était parvenu, peu à peu, à amasser quelque argent. Aussi, lorsque le joli logement de garçon situé au numéro 201 Curzon Street, Mayfair, fut mis aux enchères, par suite du départ à l'étranger de l'honorable Frédéric Duhaucis, pour être vendu avec son riche mobilier provenant des premiers artistes de Londres, nul autre, entendez-vous, nul autre que Charles Raggles ne pouvait songer à se rendre adjudicataire de la maison et de son ameublement. Il emprunta à la vérité, pour parfaire son petit capital, de l'argent à un intérêt assez élevé à un autre sommelier, mais il paya la plus grosse part sur ses propres économies. Mistress Raggles,
ressentit un certain orgueil lorsqu'un beau jour elle s'endormit dans un lit d'acajou sculpté sous des rideaux de soie, ayant en face d'elle une glace sur chevalet et une garde-robe si considérable qu'il y aurait eu de quoi en habiller tous les Raggles de la terre. Leur intention n'était point de garder pour eux un si somptueux local. Raggles n'avait acheté cette maison que pour la louer. Dès qu'un locataire se présentait, il lui cédait aussitôt la place et se retirait dans sa boutique de verdurier. Néanmoins, il ne manquait jamais d'aller chaque jour à Curzon Street pour donner un coup d'œil à sa maison, dont les fenêtres étaient garnies de géraniums, dont le marteau était en bronze sculpté. Les laquais se montraient pleins de déférence à son égard. Le cuisinier prenait les légumes chez lui et l'appelait « Monsieur, gros comme le bras ». Et les locataires ne pouvaient faire un pas, mander d'un plat à dîner, sans que Raggles le sût aussitôt si la fantaisie lui en prenait. C'était du reste un excellent homme et à la fois un heureux mortel. Sa maison lui rapportait par an un fort joli revenu. Il tenait à ce que ses enfants eussent les meilleurs maîtres et en conséquence, il ne marchandait point sur le prix. Charles était un des pensionnaires du docteur Swishtail et la petite Mathilde allait chez Miss Peckover, Laurentinum House. Raggles avait un culte particulier pour tous les membres de la famille Crowley. Cette famille n'avait-elle pas été, pour lui, l'origine de sa vie d'aisance et de prospérité ? En conséquence, il conservait dans son arrière-boutique une silhouette de sa maîtresse et un dessin de la maison du portier de Crowley-la-Reine, faite à l'encre de Chine, de la main même de sa digne maîtresse. Le seul embellissement qu'il ait apporté à sa maison de Curzon Street était l'image de Crowley-la-Reine au temps du baronnet Walpole Crowley. On voyait ce seigneur dans un carrosse doré, tiré par 6 chevaux blancs, côtoyant un étang couvert de cygnes et de barques, rempli de dames à jupes bouffantes et de musiciens en perruques poudrées. Dans l'opinion de Raggles, l'univers entier n'avait pas à offrir un palais aussi magnifique, une famille aussi digne de respect. Le hasard voulut que la maison de Raggles fût à louer au moment où Rawdon et sa femme revinrent à Londres. Le colonel connaissait à la fois la maison et le propriétaire. Les rapports de ce dernier avec la famille Crowley n'avaient jamais été interrompus, car Raggles venait aider M. Bowles toutes les fois que Miss Crowley recevait ses amis. Ce brave homme fut enchanté de louer sa maison au colonel, et il s'offrit même pour remplir les fonctions de sommelier les jours de réception. Dans ces grandes occasions, Mistress Raggles s'établissait à la cuisine et y confectionnait des dîners auxquels la vieille Miss Crowley elle-même n'eût pas été indifférente. Voilà de quelle manière Crowley s'y prit pour monter sa maison, sans qu'il lui en coûtât un sou. C'était sur Raggles que retombait le soin de payer les impôts et les réparations, les intérêts de l'argent emprunté, la pension de ses enfants, la nourriture des siens et même quelquefois celle du colonel Crowley. Le lot du pauvre diable était de se voir ruiné de fond en comble par le marché qu'il venait de conclure, de voir ses enfants jetés sur la paille et lui-même enfermé dans la prison pour dette. Il faut bien toujours que quelqu'un finisse par payer pour les industriels qui savent vivre sans un sou de revenu. Et le hasard avait désigné le malheureux Raggles pour suppléer au fonds qui manquait à l'appel dans la bourse du colonel Crowley. Rawdon et sa femme donnèrent généreusement leurs pratiques aux anciens fournisseurs de Miss Crowley qui vinrent leur faire offre de service. Les plus pauvres étaient les plus exacts. Tous les samedis, la blanchisseuse arrivait avec sa charrette pour rendre le linge à la maîtresse du logis, et en échange, elle ne recevait jamais d'argent. On la remettait toujours à la semaine prochaine. M. Raggles, lui-même, ne se lassait point de fournir les légumes. La note pour la bière de cuisine à l'estaminet de la gloire restera comme une curiosité parmi les choses de ce genre. La plus grosse partie des gages était due à tous les domestiques, et ils se trouvaient par là intéressés au maintien de la maison. En somme, on ne payait personne, pas plus le serrurier qui ouvrait les portes que le vitrier qui remettait les carreaux, que le carrossier qui louait la voiture, que le cocher qui la conduisait, que le boucher qui fournissait les gigots de moutons, que le charbonnier qui envoyait de quoi les rôtir, que le cuisinier qui les accommodait, que les domestiques qui les mangeaient, et en cela, soyez-en sûrs, on faisait comme beaucoup de gens qui savent mener grand train sans avoir un sou de revenu.
Dans une petite ville, de semblables faits ne se passent point sans être remarqués. On sait la quantité de lait que le voisin prend tous les matins, combien de livres de viande ou de pièces de volaille entrent chez lui pour son dîner, tandis que dans Curzon Street, les numéros 200 et 202 ne savaient très certainement pas ce qui se passait dans la maison qui les séparait. Les domestiques se faisaient leurs confidences par les fenêtres de la cuisine, mais Crowley, sa femme et ses amis ne s'en doutaient seulement pas, et lorsque vous alliez au 201, vous y trouviez toujours bon accueil, aimable sourire, excellent dîner, à quoi s'ajoutait, comme complément, une amicale poignée de main de l'hôte et de l'hôtesse, sans distinction de personne. À les voir mener cette luxueuse existence, on eût dit qu'ils avaient au moins 3 ou 4 000 livres sterling de rente. S'ils ne les avaient pas en espèces sonnantes, ils les avaient assurément par la manière dont ils savaient se faire servir. Ils ne payaient pas, dit-on, leurs moutons, mais ils en avaient toujours sur leur table. La note de leur marchand de vin n'était pas acquittée. Qu'en savons-nous ? Nulle part on ne buvait de meilleur Bordeaux que chez Rawdon. Nulle part on ne servait de dîner aussi fin et aussi délicat. Ces salons, dans leur simplicité même, étaient les plus coquets que l'on pût imaginer. Et 1000 petites fantaisies que Rebecca avait rapportées de Paris ajoutaient beaucoup à leur élégance. Lorsque, assise à son piano, la maîtresse de séance en tirait les notes frémissantes dont elle accompagnait les accents voluptueux de sa voix, chaque invité, cédant à l'illusion, se croyait pour un moment ravi dans quelque petit paradis, et s'avouait à lui-même que si le mari était une brute, la femme du moins était charmante et les dîners du meilleur goût. Rebecca, par son esprit, par sa grâce, par son adresse, avait réussi à se mettre en vogue dans une certaine classe de la société de Londres. On pouvait voir à sa porte de très modestes voitures d'où il sortait de très grands personnages. Son équipage au parc était toujours entouré des élégants les plus à la mode. À l'opéra, c'était une succession de visites dans sa petite loge de seconde galerie. Mais, aveu pénible à faire, les dames tournaient le dos et fermaient leurs portes à la petite aventurière. Les femmes dont Mistress Crowley avait fait la connaissance sur le continent non seulement n'allaient point lui rendre visite, mais affectaient encore de ne pas la voir toutes les fois qu'elle se croisait avec elle. C'était vraiment chose curieuse que le peu de temps qu'il aurait fallu à toutes ces grandes dames pour l'oublier, et Rebecca en recevait chaque jour des preuves qui ne devaient pas la flatter infiniment. Lady Bareacres, se trouvant un soir en même temps qu'elle dans le vestibule de l'opéra, rappela ses filles à ses côtés, comme si le contact de Mistress Crowley eût eu quelque chose d'impur et de contagieux. Puis, battant d'un ou deux pas en retraite, elle se porta à l'avancée et lança sur son ennemi des regards flamboyants. Mais pour faire perdre contenance à Rebecca, il fallait des regards plus flamboyants encore que ceux que pouvaient lancer les yeux éteints de cette vieille et glaciale lady. Une autre grande dame, Lady de la Mole, qui, plus de 20 fois, à Bruxelles, avait été se promener à cheval avec Becky, n'eut pas l'air de la voir lorsqu'elle la rencontra à Hyde Park, dans sa voiture découverte. Enfin, Mistress Blenkinsop, la femme du banquier, lui tournait le dos à l'église, car, hâtons-nous de le dire, Becky allait maintenant très régulièrement à l'église. C'était un spectacle fort édifiant de la voir arriver bras dessus, bras dessous avec Rawdon, qui portait les 2 livres de prière dorés sur tranche, et assister à la cérémonie avec un air plein de gravité et de componction. Rawdon ressentait très vivement les injures adressées à sa femme, et, dans les accès de mauvaise humeur et d'emportement qu'il en concevait, il ne parlait rien moins que de provoquer en duel les maris et les frères de toutes ces impertinentes qui n'avaient pas pour Rebecca les égards convenables. Ce n'était qu'à force de prières et par les exhortations les plus pressantes que celle-ci parvenait à le contenir dans les bornes de la modération. « Voulez-vous donc faire ma place dans ce monde à coups de pistolet ?» lui disait-elle en plaisantant. « Je ne suis, après tout, qu'une pauvre gouvernante, et vous, un pauvre diable auquel ses dettes, sa passion pour les dés et ses autres imperfections ont donné le plus vilain vernis. Patience, nous aurons un jour autant d'amis que nous en voudrons. Mais en attendant, calmez-vous.
et écoutez les avis de celles en qui vous avez confiance. Quand nous avons appris que votre tante avait laissé tout son bien à Pitt et à sa femme, vous rappelez-vous dans quelle fureur vous êtes entrés ? Pour un peu, vous l'auriez dit à tout Paris, et si je n'avais pas été là pour calmer la fougue de vos emportements, Dieu sait où vous en seriez maintenant. À la prison pour dette de Sainte-Pélagie, peut-être. Au lieu de cela, vous voilà à Londres, dans une maison très confortable où il ne vous manque aucune de vos aises. Et cependant, vous pensiez alors que vous alliez partir pour assommer votre frère, ni plus ni moins que Caïn. Convenez-en, vous auriez été trop loin, si vous aviez suivi les transports de votre colère. Toutes vos fureurs auraient été impuissantes à vous rendre l'argent de votre tante. Et, croyez-moi, il nous sera bien plus profitable de nous tenir dans de bons termes avec votre frère que de nous mettre en hostilité avec lui comme ces imbéciles du presbytère. Quand votre père n'y sera plus, Crollet-la-Reine nous deviendra un séjour fort agréable pour passer la saison d'hiver. Et si, d'ici là, nous sommes ruinés, on fera de vous un écuyer tranchant et un premier piqueur, et moi, je deviendrai la gouvernante des enfants de Lady Jane. Mais, ruinés, allons donc. Avant de voir pareille chose, vous aurez attrapé quelque bonne place. Ou bien la mort, emportant Pitt et son petit garçon, aura fait de vous un baronnet et de moi une milady. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, mon très cher, et je ne désespère pas de vous assurer un avenir. Qui s'est chargé, dites-moi, de vendre vos chevaux, de payer vos dettes? Rawdon, obligé de reconnaître que si ses affaires avaient tourné à bien, c'était à sa femme qu'il le devait, s'empressa de s'en remettre encore à elle du soin de sa conduite. Lorsque Miss Crowley eut dit adieu à ce monde, et que son argent, si vivement disputé de son vivant par tous ses collatéraux, fut enfin devenu le partage de M. Pitt, Bute Crowley, qui ne recevait que 5 000 livres au lieu des 20 000 qu'il espérait, entra dans une violente colère à propos de ce qu'il regardait comme une spoliation, et ne se gêna point pour dire à son neveu, avec une grande brutalité d'expression, tout ce qu'il pensait à cet égard. La querelle s'aigrissant de plus en plus, avait fini par aboutir à une rupture complète. Rawdon Crowley, au contraire, dont la part se trouvait restreinte à 100 livres, avait tenu une conduite tout opposée, bien capable de surprendre son frère et de charmer sa belle-sœur qui nourrissait les dispositions les plus affectueuses à l'égard de toute la famille de son mari. Il écrivit de Paris à M. Pitt une lettre où respirait la franchise et la bonne humeur. Il savait bien, disait-il, que son mariage lui avait aliéné les faveurs de sa tante, et sans chercher à dissimuler qu'il eût été bien aise de la voir se relâcher un peu de ses rigueurs à son endroit, il se consolait en voyant que cet argent restait du moins dans cette branche de la famille, et il en félicitait sincèrement son frère. Il le priait de le rappeler au bon souvenir de sa belle-sœur, dont il réclamait la bienveillance pour mistress Crowley. La lettre se terminait par quelques lignes de la main de Rebecca pour M. Pitt. Elle joignait ses compliments à ceux de son mari. Elle ne pouvait oublier quelle bienveillance elle avait rencontrée auprès de M. Crowley, alors que, pauvre orpheline, délaissée, elle était tout simplement l'institutrice de ses petites sœurs, pour lesquelles elle conservait toujours la plus tendre affection. Elle lui souhaitait toutes les joies de l'intérieur, et le priait de vouloir bien offrir pour elle ses amitiés à Lady Jane, sur la bonté de laquelle les éloges ne tarissaient pas. Elle espérait qu'un jour, enfin, elle pourrait présenter son petit garçon à son oncle et à sa tante, et elle réclamait en sa faveur leur bienveillance et leur appui. Pitt Crowley fit un excellent accueil à cette lettre. Jamais Miss Crowley n'avait si bien reçu ces chefs-d'œuvre produits par la combinaison du style de Rebecca et de la main de Rawdon. Quant à Lady Jane, elle en fut si charmée qu'elle engageait déjà son mari à partager sans retard l'héritage de sa tante en 2 parts égales, dont l'une serait pour son frère. À la grande surprise de la jeune femme, Pitt n'accéda point à ses désirs et garda pour lui les 30 000 livres. Mais, en revanche, il écrivit à Rawdon qu'il aurait plaisir à lui donner une poignée de main quand il se déciderait à faire le voyage d'Angleterre. Il remercia mistress Crowley de la bonne opinion qu'elle avait de Jane et de lui,
et promit, de la manière la plus aimable, de ne laisser échapper aucune occasion d'être utile au petit bambin. Ainsi donc, la réconciliation était complète et l'entente cordiale régnait entre les deux frères. Lorsque Rebecca vint à Londres, Pete et sa femme en étaient partis. Plus d'une fois, elle se rendit à Park Lane pour voir s'ils avaient pris possession de la maison de Miss Crowley, mais les nouveaux héritiers n'y avaient encore fait aucune apparition. Raggles seul put lui fournir les renseignements suivants. Les domestiques de Miss Crowley avaient été congédiés après avoir reçu d'honnêtes gratifications. Monsieur Pitt ne s'était montré à Londres qu'une seule fois, où il était venu passer quelques jours pour arranger ses affaires avec les hommes de loi. Il avait vendu tous les romans français de Miss Crowley à un libraire de Bond Street. Becky avait bien ses raisons pour s'enquérir ainsi et attendre impatiemment la venue de sa nouvelle parente. « Quand Lady Jane sera arrivée, se disait-elle dans son fort intérieur, elle répondra de moi auprès de la Société de Londres. Et quant aux femmes, les femmes courront après moi quand elles me verront recherchée par les hommes. » Dans une certaine position, il est un objet aussi indispensable à une femme que sa voiture ou son bouquet. C'est une compagne. J'ai toujours admiré la sensibilité excessive de ces affectueuses créatures qui ne sauraient se passer de concentrer toute leur tendresse sur un objet de leur sexe, doué d'une laideur raisonnable. Chez ces natures privilégiées, le principe aimant est si développé qu'elles ont toujours besoin d'avoir auprès d'elles un être sur lequel elles puissent répandre cet excédent d'amour. Aussi, vous ne verrez jamais une de ces femmes paraître en public sans traîner après elle cette compagne nécessaire en robe fanée et reteinte, et toujours placée sur le second plan. « Redonne, disait Becky, à une heure fort avancée de la nuit, devant un cercle d'hommes rangés autour d'un feu pétillant, car les hommes venaient chez elle finir leur nuit et trouvaient des glaces et du café provenant, ne vous en déplaise, des meilleures maisons de Londres. « Redonne, il me faut un chien de berger. »« Un quoi ?» dit Rawdon de la table de jeu où il faisait sa partie. « Un chien de berger, dit le jeune lord Southdown. Ma chère mistress Crowley, voilà une singulière idée. Pourquoi n'auriez-vous pas plutôt un chien danois ? J'en sais un, en vérité, qui est bien aussi grand qu'une girafe, et on pourrait presque l'atteler à votre voiture. Ou bien encore un lévrier d'Égypte. Qu'en dites-vous ? J'en tiens un à votre disposition si vous en voulez. Prenez, si vous aimez mieux, un de ces petits carlins qui entrerait dans la tabatière de Lord Steyne. J'ai vu à Bayswater un homme qui en offrait un au nez duquel vous auriez pu... Je marque le roi et je joue. Au nez duquel vous auriez pu accrocher votre chapeau. Je marque la levée, dit Rawdon avec gravité. Il ne s'occupait d'ordinaire que de son jeu et ne se mêlait à la conversation que lorsqu'on y parlait de chevaux ou de paris. « Que voulez-vous donc faire d'un chien de berger ?» continua d'un ton enjoué le jeune Southdown. « Je parle au figuré, » dit Becky en riant et en jetant un coup d'œil à Lord Steyne. « Nous expliquerez-vous cette énigme ?» fit à son tour sa seigneurie. « Il me faut un chien pour me préserver des loups ravisseurs, » continua Rebecca. « J'ai besoin de compagnie. »« Pauvre innocente brebis, il ne vous manquait que cela, » dit alors le marquis avec une contraction de mâchoire et une affreuse grimace qui était chez lui l'expression du rire. Et en même temps, il faisait à Rebecca des yeux en coulisses. Le vieux Lord Steyne était debout près de la cheminée à savourer son café. Une flamme claire et brillante répandait dans la pièce une douce et agréable chaleur. Une douzaine de bougies, disposées sur la cheminée dans des candélabres en porcelaine et bronze, illuminaient d'un vif éclat la figure de Becky, étendue sur un sofa couvert d'une riche étoffe. Becky portait une robe rose, et l'on eût dit une fleur rafraîchie par la rosée du matin. La transparence de son écharpe de tulle, flottant comme une vapeur autour de son cou, laissait entrevoir ses bras et ses épaules d'une blancheur éblouissante. Ses cheveux descendaient en boucle derrière ses oreilles, et son pied mignon s'échappait avec coquetterie des plis d'une robe de soie dans tout le lustre de sa nouveauté. C'était le plus joli pied, la plus jolie chaussure,
le plus joli bas de soie que l'on pût trouver dans le monde entier. Les bougies éclairaient aussi le crâne luisant de Lord Steyne, que garnissait une frange demi-circulaire de cheveux rouges. Il avait des sourcils touffus et épais, des petits yeux injectés de sang et encadrés de rides. Sa mâchoire inférieure avançait d'une manière formidable, et quand il voulait rire, il mettait à découvert 2 rangées de crocs qui donnaient un aspect farouche aux contractions de sa figure. Il avait dîné ce jour-là à la table royale, et portait sa jarretière et son ruban. Sa seigneurie avait la taille petite, l'encolure assez large et les jambes en cerceau. Il paraissait très fier de la petitesse de son pied et de la finesse de sa cheville, et caressait sans cesse le genou qui portait sa jarretière. « Le berger ne suffit donc pas, dit le noble lord, pour défendre son tendre agneau ?»« Le berger aime trop les cartes et le club, » répondit Rebecca en riant. « Voilà un corridon de mœurs fort déréglé, » reprit Milord, « et bien peu fait pour tenir la houlette. »« Je marque 3 contre vous 2, » dit Rawdon à la table de jeu. « Regardez votre mélibé, » murmura le marquis en ricanant. « N'est-il pas occupé d'une façon très pastorale ? Il est en ce moment à tondre un mouton de Southdown. Une espèce de mouton bien innocent, n'est-ce pas ? Mais, ma foi, c'est une fort belle toison. »« Milord s'y connaît en fait de toison, » dit Rebecca en lui lançant un regard méprisant et sarcastique. « Car Milord est chevalier de l'ordre. » Milord portait en effet à son cou le collier de la toison d'or, présent qui lui venait des princes d'Espagne, nouvellement rétablis sur le trône. La jeunesse de Lord Steyne avait été célèbre par ses intrigues amoureuses et ses gains au jeu. Il était resté 2 jours et 2 nuits de suite à jouer contre M. Fox. Il avait gagné de l'argent au plus auguste personnage du royaume. Il devait, disait-on, son marquisat à un coup de dé. Aussi n'était-il pas bien aise lorsqu'on faisait allusion à ses freudaines passées. Rebecca avait donc provoqué l'orage et le voyait s'amonceler sous l'épais sourcil de Milord. Elle quitta le sofa, alla le débarrasser de sa tasse à café et le gratifia de son sourire le plus gracieux. « Oui, reprit-elle, je veux un chien de garde, mais soyez tranquille, il n'aboiera pas après vous. » Passant alors dans l'autre pièce, elle s'assit devant le piano et se mit à chanter une romance française d'une voix si émue et si caressante que le noble lord, apprivoisé par la musique, ne tarda pas à aller la rejoindre et, placé derrière elle, marqua les mouvements avec la tête. Rawdon et son ami continuèrent à jouer à l'écarté jusqu'au moment où ils en eurent assez. Le colonel gagnait. Mais quelque considérables et fréquents que fussent ses gains, ces soirées, qui revenaient plusieurs fois par semaine, ne laissaient pas que d'ennuyer à la longue l'ex-dragon, qui, ne comprenant pas un mot à ce feu roulant de plaisanteries, traits couverts et allusions échangés dans ce cercle où sa femme régnait par son esprit et l'admiration qu'elle inspirait, se voyait réduit la plupart du temps à se tenir immobile sur sa chaise et silencieux comme une statue. Comment se porte le mari de Mistress Crowley ? Tel était d'ordinaire le bonjour dont le saluait Lord Steyne. Telle était en effet sa profession reconnue dans le monde. Rawdon n'était plus le colonel Crowley. Il était le mari de Mistress Crowley. Quant au petit Rawdon, si nous n'en avons rien dit depuis longtemps, c'est qu'il restait caché dans une mansarde située sous les combles de la maison, ou bien vivant à la cuisine, au milieu des domestiques, sans que sa mère s'en souciât le moins du monde. Tout le temps que la bonne Française resta au service de Mistress Crowley, il passait ses journées avec elle, et quand elle partit, le petit garçon poussa de tels hurlements dans sa chambre déserte qu'une bonne qui couchait dans une pièce voisine alla le prendre, le mit dans son lit et parvint ainsi à le consoler. Rebecca, Milord Steyne et 1 ou 2 autres personnes se trouvaient dans le salon à prendre le thé au retour de l'opéra lorsque les cris aigus du pauvre marmot firent retentir toute la maison. « C'est mon petit chérubin qui pleure sa nourrice, » dit Mistress Crowley, sans se déranger aucunement pour aller voir ce qu'avait l'enfant. « Et vous êtes si bonne mère que vous ne voulez pas le voir pleurer, »
dit Lord Steyne d'un ton railleur. « Bah, répliqua mistress Crowley en rougissant légèrement, quand il sera las de pleurer, il se décidera à dormir. » Puis on se remit à causer de la représentation de l'opéra. Rawdon s'était esquivé un moment pour connaître la cause du chagrin de son fils, et il rejoignit bientôt la compagnie lorsqu'il eut vu l'enfant entre les mains de l'honnête Dolly qui s'efforçait de le consoler. Le cabinet de toilette du colonel était situé dans les hautes régions de la maison. C'était là qu'avaient lieu les entrevues intimes du père et du fils. C'était là qu'ils se voyaient tout à leur aise et sans témoin. Tandis que Rawdon père se faisait la barbe, Rawdon fils, assis sur une malle, suivait les détails de cette opération avec un plaisir toujours croissant. La plus parfaite intelligence régnait entre eux. Le père apportait au fils quelques friandises du dessert qu'il cachait dans un certain étui à épaulettes où l'enfant savait fort bien les retrouver, et c'étaient des bonds et des cris de joie à la découverte de chaque trésor nouveau. Mais le petit Rawdon était obligé de modérer ses transports, car sa mère dormait à l'étage inférieur et il ne fallait pas troubler son sommeil. Comme elle se mettait au lit fort tard, elle ne se levait, par suite, que dans l'après-midi. Rawdon achetait pour son petit garçon des livres d'images et remplissait sa chambre de joujoux. Les murailles étaient couvertes de gravures collées par la main paternelle et payées par Rawdon argent comptant. Quand il n'était pas de service au parc pour escorter mistress Crowley, il prenait son garçon avec lui et faisait des promenades qui duraient des heures entières. Le colonel mettait l'enfant à cheval sur ses genoux, lui laissait tirer ses grandes moustaches en guise de reine, et la journée s'écoulait ainsi au milieu de ses jeux et de ses gambades enfantines. La chambre du jeune Rawdon était très basse, et une fois, en prenant l'enfant pour le faire sauter en l'air, le père lui heurta la tête contre le plafond. Le petit Rawdon avait alors 5 ans. Monsieur Crowley faillit presque laisser tomber son fils, tant il fut effrayé des suites que pouvait avoir sa maladresse. Et l'enfant, faisant une grimace affreuse, se disposait à pousser les cris les plus épouvantables, que la violence du coup aurait du reste suffisamment excusés, lorsque son père l'arrêta tout court en lui disant « Pour l'amour de Dieu, n'allez pas éveiller votre mère !» L'enfant regarda aussitôt son père d'un air piteux et lamentable, mordit ses lèvres, serra le poing, et on n'entendit pas même un soupir s'échapper de son petit cœur. Rawdon raconta cette histoire au club, à ses anciens camarades, à toute la ville. « Ah, monsieur, si vous saviez, disait-il à tous ceux qu'il rencontrait, c'est un fameux gaillard et rudement taillé que mon garçon. Il est d'une trempe solide. J'ai presque fait entrer la moitié de sa tête dans le plafond. Eh bien, il n'a pas crié, de peur d'éveiller sa mère. » Une fois ou deux par semaine, cette excellente mère faisait son ascension dans les lieux élevés où son mari passait la plus grande partie de sa vie. On eût dit une poupée du magasin des modes, sur laquelle Prométhée aurait soufflé. Sur ses lèvres brillait toujours un sourire caressant. Les toilettes les plus fraîches, les écharpes, les dentelles les plus précieuses rehaussaient encore la souplesse de sa taille et la vivacité de ses mouvements. Ses gants et ses chaussures faisaient aussi ressortir la finesse de sa main, la petitesse de son pied. Tous les jours, c'était un chapeau nouveau, sur lequel les fleurs semblaient renaître et s'épanouir, ou qu'ombrageaient des marabouts d'un velouté aussi moelleux que la blanche corolle du camélia. Elle faisait à son fils 2 ou 3 signes de tête, plus propres à le tenir à distance que capables de provoquer sa tendresse. Le jeune Rawdon, tout frappé de cette merveilleuse apparition, interrompait son dîner ou quittait ses soldats de carton pour la contempler à son aise. Quand elle avait quitté la chambre, il restait après elle une odeur de rose, une espèce de parfum céleste qui indiquait le passage d'une divinité. Aux yeux de son fils, elle était une créature surnaturelle, bien supérieure à son père, bien supérieure à toutes les autres personnes qui l'approchaient et à laquelle il fallait offrir à une certaine distance ses adorations et son encens. Lorsqu'il allait en voiture avec elle, il éprouvait comme une sorte de terreur religieuse, et toute la promenade se passait pour lui à regarder avec des yeux béants la fée si merveilleusement habillée qu'il avait en face de lui. De beaux messieurs, sur des chevaux fringants, s'approchaient pour échanger avec elle un sourire et quelques paroles.
Ses yeux avaient un éclair pour chacun d'eux, tandis que sa main leur envoyait au passage de gracieux saluts. Pour sortir avec elle, l'enfant mettait son habit rouge tout neuf. Sa vieille jaquette couleur foncée était bonne pour rester à la maison. Parfois, en son absence, tandis que Dolly faisait le ménage, le petit Rawdon s'avançait dans la chambre à coucher de sa mère. C'était pour lui comme une demeure céleste, un séjour mystérieux où se réunissaient toutes les splendeurs et toutes les merveilles. La garde-robe offrait à ses regards ébahis des robes roses, bleues et à plusieurs reflets. Il restait dans le ravissement en face de cet écrin en bois de rose doublé d'argent, devant cette main de bronze couverte de bagues étincelantes. Un autre objet encore attirait son attention. C'était une glace sur chevalet, véritable chef-d'œuvre, dans laquelle il voyait tout juste sa petite figure étonnée et l'image de Dolly, chose bien singulière, qui, tout en paraissant suspendue au plafond, continuait à retourner et à battre les oreillers et le traversin. Pauvre petit être négligé. Le nom d'une mère est comme celui de Dieu sur les lèvres et dans le cœur de ces innocentes créatures, et cet enfant n'adorait sous ce nom qu'un marbre froid et insensible. Rawdon Crawley, tout en n'ayant pas du reste une nature d'élite, possédait un certain fond de tendance affectueuse. Il savait encore trouver dans son cœur assez d'amour pour chérir tendrement sa femme et son fils. Il aimait avec passion le petit Rawdon. Rebecca, bien qu'elle s'en fût aperçue, n'en disait rien à son mari. Ce n'est pas qu'elle lui en voulût pour cela. Oh, nullement, elle avait un si bon caractère. Elle n'en conçut seulement que plus de mépris à son endroit. Le colonel rougissait devant sa femme de cette tendresse paternelle, la lui dissimulant autant qu'il le pouvait, et ne se livrant à ses transports qu'autant qu'il était tout seul avec son fils. D'ordinaire, il allait faire avec lui une visite matinale à l'écurie, ou bien une promenade au parc. Le jeune lord de Southdown, un cœur d'or qui aurait, pour un peu, donné le chapeau qu'il avait sur la tête, et dont la principale occupation en ce monde était d'acheter 1000 petites bagatelles pour les donner ensuite, avait fait cadeau au petit Rawdon d'un poney gros comme le poing, et sur ce coursier, en miniature, l'enfant allait caracoler dans le parc, suivi de son père qui ne le quittait point. Le colonel aimait à aller revoir ses anciennes casernes et ses anciens camarades de Knightsbridge. Parfois, il se prenait à regretter sa vie de garçon. Les vieux soldats étaient fort aises de revoir leur ancien officier et de faire sauter dans leurs bras leur petit colonel. C'était une fête pour le colonel Crawley d'aller dîner à la caserne avec ses camarades. « Au diable, disait-il parfois, je ne suis pas assez fin pour elle, je le sais bien. » Et puis il ajoutait « Ma femme ne s'apercevra même pas de mon absence. » Il avait bien raison, son absence passait inaperçue. Rebecca, du reste, ne boudait point son mari. Bien au contraire, elle lui faisait toujours bonne figure. Elle poussait même les égards jusqu'à lui dissimuler le dédain qu'elle avait pour lui. Peut-être l'aimait-elle mieux ainsi, lourd et bête, que s'il avait eu plus d'esprit. De cette façon, au moins, elle pouvait le prendre pour son domestique de confiance, son maître d'hôtel. Il faisait ses commissions, exécutait ses ordres sans la questionner, l'accompagnait dans ses promenades en voiture, sans faire jamais la moindre objection. Après l'avoir conduite à l'opéra, il allait se délasser à son club pendant la représentation et était fort exact à venir la reprendre au sortir du spectacle. La seule chose qu'il aurait voulu, c'eût été de lui voir un peu plus de tendresse pour son fils. Mais enfin, il avait fini par prendre son parti sur ce sujet. « Le diable m'emporte, disait-il. Elle sait mieux que moi à quoi s'en tenir, car pour moi, je n'y entends rien. » En effet, il n'est pas besoin d'une haute portée d'esprit pour gagner aux cartes et au billard. Et hors de là, Rawdon n'avait aucune espèce de prétention. Lorsqu'enfin arriva à Rebecca le chien de berger qu'elle avait demandé, les fonctions de Rawdon furent singulièrement allégées par la présence de ce nouvel auxiliaire. Sa femme le poussait souvent à dîner dehors et le dispensait de venir la rechercher à l'opéra.
Vous ferez bien de ne pas rester ce soir à la maison, mon cher, lui disait-elle. Vous y dormiriez d'ennui. Il viendra des hommes que vous ne pouvez sentir. Je ne les aurais point engagés s'il n'y avait là une question d'avenir pour vous. Et maintenant que j'ai un chien de berger, je n'ai pas peur de me trouver seule. Un chien de berger, un porte-respect. Becky Sharp avec un porte-respect. Voilà une bonne plaisanterie, pensait mistress Crowley en elle-même. Le fait est que c'était, selon elle, une bonne plaisanterie qui excitait au plus haut point sa gaieté et sa belle humeur. Un dimanche matin, où Rawdon Crawley faisait sa promenade ordinaire avec le petit Rawdon sur le poney, le colonel rencontra Clink, de son régiment, en train de causer avec un vieux monsieur qui tenait dans ses bras un enfant de l'âge du petit Rawdon. Le bambin avait saisi la médaille de Waterloo que portait le caporal et paraissait l'examiner avec un très grand plaisir. « Bonjour, mon colonel, dit Clink en réponse au bonjour de Crowley. « Voici un jeune conscrit de l'âge de notre petit colonel, continua le caporal. Son père était aussi à Waterloo, dit le vieux monsieur qui portait l'enfant. N'est-ce pas, Georgie ? En même temps, Georgie et l'autre enfant s'examinaient l'un l'autre, avec cet air solennel et scrutateur si familier aux enfants qui se trouvent en présence d'un visage nouveau. « Et dans un régiment de ligne, ajouta Clink, d'un air de suffisance. « Il était capitaine dans le régiment X, continua le vieux monsieur avec emphase. Le capitaine George Osborne, monsieur. Vous le connaissez peut-être ? Il est mort sur le champ d'honneur, monsieur, en combattant l'usurpateur. » La figure du colonel Crowley devint alors toute rouge. « Je le connaissais parfaitement, monsieur, reprit-il alors. Et sa femme ? Sa chère femme, comment va-t-elle, monsieur ? C'est ma fille, monsieur, reprit le vieillard en déposant à terre le petit garçon et tirant avec un geste majestueux une carte de son portefeuille, il la présenta au colonel. On y lisait l'indication suivante. Monsieur Sedley, seul et unique agent de la compagnie du Diamant Noir pour l'exploitation des charbons incombustibles. S'adresser Bunkers Wharf Thames Street et Anna Maria Cottages sur la route de Fulham. Pendant ce temps, le petit Georgie s'était approché du cheval et le regardait de fort près. « Voulez-vous monter dessus ?» lui dit le petit Rawdon qui était alors en selle. « Oui, » dit Georgie. Le colonel, qui, à la suite des explications précédentes, se sentait pris d'un certain intérêt pour cet enfant, le souleva de terre et le plaça sur le poney, derrière le jeune Rawdon. « Serrez bien, Georgie, lui dit-il. Prenez bien mon petit garçon par le milieu du corps. Il s'appelle Rawdon. » Les deux enfants partirent d'un éclat de rire. « On aurait beau chercher partout, dit alors l'excellent caporal, on ne trouverait pas deux plus jolies têtes. » En même temps, le colonel, le caporal et le vieux Sedley, avec son parapluie sous le bras, commencèrent à marcher à côté des enfants. Merci pour votre écoute. Suite au prochain épisode. À bientôt.